Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Comme vous le savez, chaque lundi à partir de 16h00, c'est le football européen, même si des fois l'actualité oblige, on fait des tours pour parler de l'actualité, bien sûr. Au sommaire d'aujourd'hui, l'audience sur l'affaire Guinée-Tanzanie. Selon nos sources, une délégation composée de 20 membres pourrait se rendre au Caire pour participer à cette audience. L'audience a été initiée à la suite d'une demande de la FEGIFOOT guinéenne de football, laquelle a été acceptée par la CAF. La Guinée va-t-il gagner cette bataille? C'est la question que nous allons poser à nos spécialistes. Guinéen d'ailleurs, pour la première fois de l'histoire d'un joueur guinéen termine meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est Rougiassi en égalité avec Rafinha, termine meilleur buteur de la compétition avec 13 buts. Alors, pourquoi a-t-il été oublié par l'UEFA dans l'équipe type de la saison en Ligue des Champions? Nous allons en parler dans cette émission. Pour finir, le PSG a décroché sa première Ligue des Champions en écrasant Inter de Milan 5-0 au terme d'une finale historique pour le PSG. Retour sur justement cette finale historique avec le Paris Saint-Germain et puis l'Inter de Milan. C'est tout de suite dans Tour d'Europe, juste après ce générique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Vous l'avez dit, football 100%, nous allons en parler dans cette émission, mais avant, on va faire le tour de la table juste à côté de moi. Mamadian Baldé, bonsoir, et de vous retrouver dans cette émission. Oui, bonsoir Hassan et bonsoir. Soyez vous déjà quitté. Vous étiez là le matin, mais bonsoir, tout de même. Bonsoir. Comme on n'était pas ensemble. Je n'étais pas là. La Et sommée. surtout, bonsoir à mon frère Khaliloula et camarade du côté de Zéré Corée qui nous Une pratique. sanction risque de tomber. Je ne l'avais pas vu comme ça. Donc, on verra ça après l'émission. De l'autre côté. Je t'ai pas convoqué le matin. Bonsoir et de vous retrouver après le matin, le soir dans cette émission. Bonsoir, M. Hassan, bonsoir à tous. Alors, je vous avais dit, on va parler de la Guinée dans cette émission Tour d'Europe parce que l'actualité oblige à débouter en première instance par le jury disciplinaire de la CAF dans l'affaire qui l'oppose à la Tanzanie. La Guinée entame une nouvelle bataille judiciaire. L'audience en appel se tiendra le 11 juin 2025 au siège de la Confédération africaine de football CAF au Caire. Cette audience s'inscrit dans le cadre de la procédure de réclamation introduite par la Fédération guinéenne de football à la suite du match Tanzanie-Guinée disputé le 19 novembre 2024 à Dar es Salaam lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Total Energy Maroc 2025. Au cours de cette rencontre, l'équipe nationale tanzanienne aurait aligné en cours de jeu un joueur non identifié dont le numéro ne figurait pas sur la start list officielle. La réclamation initiale formulée par le capitaine du CIMI national a été officiellement endossée par la Fédération guinéenne de football. Elle a été corroborée par un témoignage écrit du sélectionneur Michel Doucier conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Alors, le débat, il est ouvert. On va commencer par vous, Sohaibou Diakité. Est-ce que la Guinée a une chance de l'emporter? Je pense, parce que s'il y a eu acceptation de l'appel par la c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a un litige, donc à voir ce que ça va donner. On attend de voir cette audience et ils vont entendre les arguments des deux parties pour pouvoir décider. Mais j'ai l'espoir parce que, à mon avis, si normalement il n'y avait rien à se reprocher côté tanzanien, la CAF aurait certainement rejeté l'appel qu'a effectué la Fédération guinéenne de football. Maintenant, moi je pense bien qu'il y a possibilité que ça tourne en faveur de la Guinée. Il y a litige. Est-ce qu'on a une chance avant de se lancer directement dans le débat? Non, moi je suis surpris de l'optimisme de Soaib dans cette affaire. Écoutez, mais pourquoi? Débouté en première instance, d'accord. Moi, à ce niveau, je partais sur un 50-50. Ça n'a pas marché. Au niveau de cette juridiction, je mise sur un 60-40 ou même un 70-30 en défaveur de la Guinée. Écoutez, je ne dis pas aux gens de ne pas espérer. L'espoir fait vivre, mais moi,
carrément, ça ne m'empêche pas de bien dormir et je n'y pense pas du tout. J'ai entériné le fait qu'on ne sera pas à la CAN. J'ai entériné pratiquement, ce n'est pas officiel, qu'on ne sera pas à la Coupe du Monde. Et moi, j'attends des réformes, j'attends des changements et c'est ce qui peut permettre au football guinéen de progresser. Ce n'est pas en continuant avec des appels comme ça. On va y revenir. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on a une chance? Oui, je pense qu'on a une chance parce que si vous vous rappelez, dans les années précédentes, la Guinée avait commis la même bêtise contre le Sénégal. Donc, quand le Sénégal avait fait appel, c'était lors de la termination des cas de moins de 20 ans. Donc, moi, je pense qu'on a de l'espoir. Ouais, surtout, on ne peut pas dire le fait, je pense qu'il n'y a pas assez de rapport pour dire qu'il faut forcément des réformes. Il y a des réformes, c'est bien, il faut des réformes, j'ai envie de dire. Mais moi, j'insiste là-dessus. Je pense que s'il n'y avait pas litige, je pense que la CAF aurait tout de suite rejeté l'appel depuis très longtemps parce que il faut rappeler quand même le match s'est joué depuis plusieurs mois et jusque-là, même si le tirage au sort pour la CAN a eu lieu, mais s'il y a toujours possibilité à ce que la Guinée revienne, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qu'on doit tirer. Il y en aura, ça c'est clair. Qu'il y ait qualification ou pas, il y aura réforme. Il faut s'intéresser sur le litige. Exactement. Est-ce que vous dites que les règlements ont été bafoués dans ce match-là, avec ce joueur qui est rentré, qui n'avait pas le dorsal qui était inscrit sur la feuille du match? Est-ce qu'on se dit qu'à partir de là, la Tanzanie peut être sanctionnée jusqu'à élimination de la CAN? Maintenant, à voir ce que les règlements de la CAF relèvent de ce côté. Est-ce que le fait de ne pas être inscrit, le numéro de ne pas être inscrit sur la feuille de match peut valoir une exclusion pour la CAN? Pour l'instant, à voir ce que l'audience va donner. Mais je pense que c'est déjà une faute grave qui peut, à mon avis, faire disqualifier une équipe parce qu'on a vu des équipes se faire disqualifier pour beaucoup plus petit que ça. Maintenant, à voir si les arguments que la Fédération guinéenne de football va mettre sur la table seront de poids pour pouvoir faire pencher la balance du côté de la Guinée. En tout cas, j'ai l'espoir parce que je pense qu'il y a eu problème, il y a eu litige. Maintenant, est-ce que les jugements seront en faveur de la Guinée? Ça reste à voir. Pour vous, nos arguments ne sont pas solides, hein, Jean? Non, ce n'est pas que les arguments ne soient pas solides, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu potentiellement infraction. C'est parce qu'au niveau de la première instance, on n'a pas jugé le fond du dossier, estimant que ça n'avait pas raison d'être en termes de réclamation. Et qu'à ce deuxième niveau, je ne m'attends pas à un changement. Et pour moi, c'est passé depuis trop longtemps et il ne faut pas trop s'attarder là-dessus. Il faut du temps pour ça, Jean. Pour moi, on ne peut pas prendre des décisions comme ça. Il faut aller au fond, regarder ce qui se passe avant de délibérer tout ça. Pour moi, aujourd'hui, j'ai du mal, je vois mal la CAF nous dire, d'abord, c'est bon, la Tanzanie, vous n'êtes plus qualifié, la Guinée, vous partez à la CAN. Non, mais aujourd'hui, je ne vois plus cette possibilité. Pourquoi les lois existent? Je ne vois plus. En fait, ici, c'était la possibilité de cela, c'était au premier niveau. Du moment où ce n'est pas arrivé à ce niveau, pour moi, l'espoir, il est minime. C'est possible, mais encore c'est minime. Non, mais j'ai envie de lui donner un exemple. Comme ça, c'est comme si les lois, ça n'existe pas pour ça. Non, peut-être que les lois existent, mais peut-être les lois n'existent pas quand il s'agit de la Guinée, si on entend parler. Pas du tout. Moi, j'ai envie de vous donner un exemple. La Guinée avance des arguments et la Tanzanie avance aussi des arguments. C'est une confrontation qui sera là. La Guinée estime avoir été léger dans l'affaire. D'accord, moi je suis d'avis, mais de l'autre côté, ils ont aussi des arguments. Et si au niveau de première instance, ça n'a pas donné suite, à ce niveau, vous attendez quoi? Moi, j'ai un optimisme très mesuré là-dessus et ça ne m'empêche pas de dormir. Non, mais la Guinée va avancer des arguments, la Tanzanie également, mais je pense que arrivé à un moment, les arguments ne vont pas trop peser parce qu'on a vu des faits. Ils vont se tourner plus sur les faits. Est-ce que ce qui s'est passé pendant le match peut faire disqualifier l'équipe de Tanzanie, à voir ce que ça va donner? Mais j'ai envie de lui donner un exemple. Mais pour dire, ça ne disqualifie pas directement la Tanzanie. On diminue les points. Quand on diminue 2 points, la Tanzanie, c'est qui veut dire la Guinée devient deuxième. Clairement, maintenant, c'est un exemple que j'aimerais lui donner. Aujourd'hui, il faut le savoir. Il y a des règles. Mais l'implication d'une sanction, c'est que la Tanzanie n'est plus à la CAN et la Guinée pas. Il y a des règles dans des règles. C'est possible, ça arrive. On a disqualifié par exemple le club de Lyon, par exemple, dans la Coupe du Monde des clubs parce qu'il y avait
deux clubs avec un même propriétaire, avec le club de Pachuca, le club mexicain. La décision est tombée en combien de temps? La décision est tombée très rapide. beaucoup plus longtemps. Non, c'est très rapide. C'est très rapide. Les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde étaient ça n'a pas pris depuis très de temps. longtemps. Et la décision est tombée après 2-3 mois. Donc je pense que c'est possible. Voilà, il faut une analyse claire là-dessus, prendre beaucoup de choses pour pouvoir ça a été très rapide dans l'affaire. Il faut du temps pour ça, pour prendre une décision. Et on ne peut pas trancher ça comme ça parce que c'est la qualification d'une nation au dépend d'une autre. Oui, quand même, il faudra du temps pour analyser, comme a dit Chouaïbo, pour analyser les défis. Mais je pense quand même, peut-être il y aura une sanction pécuniaire. La disqualification, ça va être très compliqué pour la Tanzanie. Vous êtes d'accord avec Mané? Non, mais les sanctions, quand ça tombe, la plupart du temps, c'est la diminution des points. Ou par exemple, que la Tanzanie perd le match sur tapis vert, ça veut dire que le Chili récupère 3 points et la Tanzanie a 0 points. Et là, quand on fait un comparatif, peut-être que la Guinée pourrait passer devant et terminer deuxième du groupe pour se qualifier. Donc je pense que ça va aller comme ça. Et en fait, il y a le côté précédent. Vous voyez aujourd'hui, la CAF prend une décision. En fait, ce n'est pas le fait de dire que la Guinée a gagné ou pas. Si le fait que la Guinée obtienne les 3 points ne changerait pas l'ordre de qualification, ça n'aurait pas été autant difficile, ça n'aurait pas pris autant de temps pour rendre une décision. Mais là, l'implication directe d'une sanction de la Tanzanie, c'est la non-qualification et la qualification de la Guinée. Oui, et vous voyez aujourd'hui, ça compliqué, c'est les règles, il faut les appliquer. Vous voyez aujourd'hui la CAF prendre une telle décision, moi non, pour plusieurs raisons. Oui. La Guinée s'est qualifiée. On va l'écouter, les raisons. Oui, il y a les questions stratégiques, il y a les questions sportives que la Tanzanie pèse énormément en ce moment au niveau du football africain. Est-ce que la Tanzanie est beaucoup plus représentée que la Guinée? Et de l'autre côté, on est à quelques mois de la compétition. Il y a déjà eu le tirage de la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne vois pas la CAF qui a rendu une première décision au début, qui a effectué les tirages au sort de la CAN et qui reviennent nous dire que Tanzanie, vous n'êtes plus là et la Guinée se qualifie. Ce qui veut dire que la CAF ne respecte pas le règlement. Non, ça veut dire qu'on met la responsabilité ou la crédibilité de la CAF en question à ce niveau parce que c'est eux qui ont autorisé un petit peu qu'il y ait audience. Ça veut dire qu'ils ont pris le temps, ils ont analysé la situation, ils ont compris qu'il y a forcément quelque chose qui n'est pas clair là-dessus, qu'il faudrait régler. Ils ont compris à voir ce que ça va aller. Maintenant, s'il faut le régler, il faut forcément des sanctions. On ne sait pas toutes les sortes de sanctions qui peuvent tomber après, mais la sanction qui est pour nous la plus logique pour le moment, c'est la perte sur tapis vert de la Tanzanie. Et ça amène la Guinée à la CAN. Et de l'autre côté, la Tanzanie craint une disqualification. Vraiment, parce que clairement, les médias sont en train d'en parler. Aujourd'hui, est-ce que le monde sportif guinéen n'est pas divisé autour de cette bataille-là? Est-ce que normalement, on doit accompagner ou pas? Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive à ce niveau, on sait que la Guinée peut obtenir une qualification, est-ce qu'on ne doit pas être derrière pour pousser? Non, mais aujourd'hui, les médias devraient beaucoup plus se baser sur les règles, sur ce qui se passe, que de se baser sur le ressenti, sur le sentiment. Aujourd'hui, on peut penser que ça peut être un problème, le fait de disqualifier la Tanzanie, ça peut être un très grand problème institutionnel ou peut-être politique, on ne sait pas. Mais il faudrait aller sur la base des règles, sur les choses. Ce qui n'a pas marché, il faut forcément des sanctions, il faut qu'il y ait des exemples. Parce que si ça continue comme ça, d'autres pays peuvent se le permettre également. Et il n'y aura rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a forcément problème quand ce joueur-là qui foule le sol. Alors que en ce moment, d'ailleurs, l'équipe ne perdait pas et que c'est après son entrée en jeu, les Chili qui encaissent, la Guinée qui perd beaucoup de choses. C'est récidiviste, hein. Voilà, donc, je vous l'apprends. Allez-y rapidement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne dit pas que c'est son entrée en jeu qui a battu le Chili national, mais il y a eu des problèmes et quand il n'y a pas des choses qui sont faites à la norme, il faut forcément des sanctions. Allez-y, des anomalies, il y en a eu beaucoup. Pas simplement autour de ce joueur-là. Il y a eu d'abord le changement d'heure, où normalement ça ne se doit pas. À 24 heures avant le match, il y a aussi le problème d'installation et tout ça. Donc, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'anomalies autour de ce match-là. Oui, il y a eu beaucoup d'anomalies, le changement d'air, il y a quand même cette faute grave. Mais attendons maintenant de voir vraiment le jugement de la CAF, parce que c'est la CAF qui a le dernier mot à dire dans cette affaire. Mais je pense quand même
l'espoir est minime. Non, mais on a le droit de pousser, on a le droit de c'est bon, on revient vers vous. On va aller vers... L'espoir est là, mais être il est réaliste minime. n'est pas être contre son pays. Il faut être réaliste. On est face à une situation qui est très claire. Réaliste. Sur le terrain, pour tous ceux qui ont suivi le match, ça fait un peu longtemps, mais on se souvient. On n'a pas perdu parce qu'un joueur qui n'est pas inscrit n'est pas rentré. On a perdu sur un terrain et c'était valable. Maintenant, s'il y a irrégularité par rapport à changement de match, par rapport aux conditions de voyage, tout ce qui s'ensuit, ça c'est hors terrain. Mais sur le terrain, selon les 90 minutes que moi j'ai suivies, la Tanzanie méritait ses 3 points. Est-ce que vous aurez eu le même sentiment si c'était le contraire, si c'était la Guinée qui s'était qualifiée, qui avait gagné, qui avait ses litiges? Est-ce que la Tanzanie aurait eu aussi sur le terrain, selon ce que j'ai vu, la Guinée méritait de se qualifier. Mais est-ce que vous serez sur la même longueur d'onde que les Tanzaniens et les médias? On va se comprendre, monsieur. On va se comprendre. Je sais que c'est chaud, mais on va se comprendre. C'est le contenu de la rencontre. Sur le contenu, sur la confrontation, la Tanzanie mérite ses 3 points. Il n'y a rien à dire. Maintenant, s'il y a une litige après, d'accord. Mais la Guinée a ses arguments et la Tanzanie en a aussi les siennes. Si ça avait été rendu, la décision très rapidement avant le tirage, pour moi, j'aurais compris. Et en fait, j'avais de l'espoir au début. Mais une fois que le tirage, pour moi, il a eu lieu, je ne vois pas. En fait, si on était au niveau du TAS, par exemple, je me dirais, ok, oui, c'est le TAS, ça va, ils ne sont pas... Mais ça, c'est la CAF. Non, mais avant d'aller personne n'aurait mis en cause... on ne peut pas sauter sur la CAF pour aller vers... Personne n'aurait mis en cause la victoire de la Tanzanie. Aujourd'hui, il y a eu des anomalies. Et ces anomalies-là, normalement, quand il y en a, il y a des règlements bien établis par la Confédération africaine de football qui dit... Si tu fais ça, tu es sanctionné sur telle loi ou telle loi. Si tu ne le fais pas aussi, tu n'es pas sanctionné. Là, ce qui veut dire aujourd'hui qu'il y a eu des anomalies et ces anomalies-là existent bel et bien et que la Guinée a sa chance d'aller remporter cette bataille. Non, mais la chose, elle est claire. On l'a vu, le club de Simba face au Berkane. Simba ne s'est pas qualifié, n'a pas été champion, mais il y a eu des problèmes, donc il y a eu des plaintes après, même si on ne va pas dire que ce sont ces faits-là qui ont fait que Berkane aurait dû perdre ou je ne sais pas, mais Berkane a gagné. Maintenant, imaginons si c'était le contraire et que c'est Simba qui avait remporté la Coupe CAF aux dépens du club de Berkane avec tous ces faits-là. Malgré la victoire, il y a eu des plaintes et il y a des sanctions qui ont été proférées contre le club de Simba. Et je pense que ça devrait être la même pour l'équipe nationale tanzanienne. Alors pour vous, la sanction peut aller au-delà de la sanction pécuniaire. Hein. On peut aller jusqu'à retirer des points à la Tanzanie. Non, mais la sanction la plus logique pour moi aujourd'hui, c'est le retrait de points. Je ne vois pas une autre sanction, peut-être des amendes, mais est-ce que ce n'est pas un fait qui est en dehors du terrain? C'est donc normalement tout ce qui se passe sur le terrain. Quand il y a des sanctions, ça devrait être que sur le terrain, que ce qui concerne le terrain. Donc pour moi, soit on fait un retrait de points, peut-être 2 points minima ou un match perdu sur tapis vert. Vous n'êtes pas d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord du tout. Moi, en fait, ce n'est pas que je suis contre sa vision de la chose. C'est optimal. C'est-à-dire, j'aimerais voir la Guinée à la CAN. Sauf que c'est son optimisme qui m'inquiète en fait. Je ne parle pas en faveur de la Guinée, je parle des faits, de ce qui s'est passé. Et comment les choses devraient être... Même les règlements que vous citez, le règlement que la Fédération guinéenne a cité, c'est explicitement écrit la CAN. Sauf que du côté de la Tanzanie, ils disent que puisque c'est explicitement écrit la CAN, ce n'est pas forcément applicable à la qualification. Et la Guinée dit, pour qu'il y ait une compétition, il faut une qualification. Comprenez la nuance et tout. Non, il n'y a pas une nuance. La CAN commence à la qualification. Oui, c'est la position guinéenne. Oui, justement, c'est pas une position guinéenne. C'est pas une position guinéenne. C'est pas la. On peut pas. Mais bien sûr, monsieur. La Ligue des Champions. Oui, sauf que la loi, c'est ce qui est écrit. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui interprète les règlements. Si c'était aussi flagrant, aussi simple, ça aurait été rendu depuis... donc les qualifs sont laissés comme ça, sans loi. Non, en fait, comme ça. Écoutez, attention, quand vous le dites, il faut faire beaucoup attention parce que quand vous dites que les qualifs sont laissés comme ça, sans règlement, sans loi, c'est compliqué, c'est la gêne totale. Essayez de nuancer vos propos. C'est une position que vous défendez. Et l'autre camp défend aussi ses positions. Si c'était aussi clair comme nous prétendons, la décision aurait été rendue depuis longtemps. Mais ce n'est pas aussi limpide que ça. Parce que ça a pris autant de temps, ça traîne. Et là, on nous c'est pour cela qu'il faut du temps. C'est pour cela qu'il faut du temps. On va aller avec Mané, qui n'a pas beaucoup. Ça n'aurait pas pris du temps. C'est pour cela qu'il faut du temps, parce qu'il y a des nuances. Aujourd'hui, il y a eu des anomalies dans ce match-là. Il y a des règlements. Déjà, John l'a dit.
On parle de la CAN, pourtant, la CAN commence lors des qualifications. Et aujourd'hui, il faut essayer de faire comprendre d'abord à la Tanzanie qu'il y a ces règlements-là font partir des qualifications. Et là maintenant, avant d'arriver à la CAN, il y a ces qualifications-là. Donc, quand il y a des règlements, il faut que ce soit la Tanzanie, que ce soit le Maroc, les grandes puissances en football en Afrique. Quand tu fautes, il faut vraiment sanctionner. C'est ça. Oui, il faut sanctionner. Je vais donner un exemple. On va prendre un exemple sur le Real Madrid. Je pense en 2017. L'international suisse, qu'on appelle Denis Kerichev, dont le Real Madrid avait aligné. Kerichev, voilà. Donc c'était un joueur qui était expliqué qu'il y avait 2 cartons jaunes. Cumulation des cartons. Donc l'entraîneur l'avait oublié, il l'a mis sur le terrain. Donc le Real Madrid avait gagné la rencontre, mais le Real Madrid était éliminé sur tapis vert. Donc, c'était un coup du roi. Non, mais... Ah oui, mais attends, c'est un exemple. Non, mais la décision a été rendue la semaine suivante. C'était une compétition qui était en cours. On va se comprendre, monsieur. Allez-y, c'était une compétition qui est en cours. Moi, j'aimerais donner un autre exemple. Le règlement est clair. Jean, on va le laisser aller. J'aimerais donner un autre exemple. Là, c'est clairement directement hors football. Tout sport confondu, il faudrait forcément des règles. Oui. On a vu en 2021, par exemple, je vais aller en sport mécanique, Lewis Hamilton qui a perdu le titre de champion du monde à cause de ces règles comme ça, où il était vainqueur. Il avait terminé devant Max Verstappen, mais il avait été pénalisé parce qu'il n'a pas respecté toutes les règles. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser du ressenti parce que vous avez perdu un titre ou une qualification. Mais si vous enfreignez, si vous respectez pas les règles, mais ça vous rattrape clairement et les sanctions seront les bienvenues. Oui. Moi, je pense, je ne suis pas en train de dire que la rentrée de ce joueur a influencé sur la rencontre globalement et qui a permis à la Tanzanie de s'imposer face à la Guinée. Ouais. Mais il y a eu des faits, qu'il y ait qualification. Personne ne met en cause la victoire de la Tanzanie. Même si, je pense que si la Guinée s'était qualifiée, peut-être qu'on ne serait pas revenu sur tout ce qui s'est passé dans le match, mais forcément, c'est un fait qui cause un autre fait. Donc, s'il n'y a pas de qualification, tout ce qui peut nous amener à être qualifié, bah, il faut le faire. Et si c'est surtout que c'est un fait réel, il faut aller là-dessus, il faut des sanctions. En tout cas, déterminé à faire valoir ses droits, la Fédération guinéenne de football dépêchera une délégation au Caire pour représenter ses intérêts devant le jury d'appel de la CAF. Déplacer toutes ces personnes-là, investir de l'argent, ce qui veut dire qu'il y a des sports. Pour revenir bredouille, c'est tout de même ça. Parce que peut-être ils sont dans la confidence par rapport à nous. Non, juste après la rencontre, il y a eu un gros battage derrière ce dossier. Je crois que la fédération mise exclusivement sur cela pour une qualification. Donc c'est normal d'y aller. De toutes les façons, quand vous restez en justice et puis on vous appelle pour des explications, vous devez venir avec tout ce que vous avez comme explication et je suppose que ça sera une confrontation. Donc ils devront venir bien préparés pour être confrontés à la Tanzanie et voir qui va remporter la mise. Écoutez, je vois peut-être une sanction tomber, mais c'est un précédent que la CAF va créer. Et il y a une jurisprudence aussi à mettre à faire dans ce dossier. Est-ce qu'on va laisser la chose comme elle est et ne pas se risquer de disqualifier une équipe comme la Tanzanie qui est qualifiée depuis des mois, ou on va carrément revenir en arrière et dire que oui, la Tanzanie perd des points et la Guinée va se qualifier? C'est une patate chaude. Rien n'est encore gagné. En tout cas, la Fédération guinéenne de football a misé gros sur Sohaibou. Ils ont engagé un cabinet spécialisé en domaine pour essayer d'aller vraiment gagner cette bataille, pour dire qu'ils ont mis tout pour essayer d'aller gagner. C'est ça. Non, mais au départ, moi si on se référait sur les premières plaintes et la première sortie de la CAF, j'aurais dit que je ne pourrais pas être optimiste à un tel niveau. Mais si, forcément, il y a eu appel, forcément, il y a des choses. Et j'ose croire que ça puisse tourner un petit peu en faveur de la Guinée, à déplacer une telle délégation pour une audience. Ça serait compliqué de se retourner bredouille, à voir ce que ça va donner. En tout cas, on espère qu'il y aurait des sanctions. Maintenant, quel type de sanctions, pour l'instant, on ne sait pas, parce que ça reste la CAF, ils ont leur règlement, ils vont certainement fouiller des livres pour ne pas peut-être en quelque sorte pénaliser la Tanzanie qui est déjà qualifiée, qui connaît déjà ses adversaires, alors que la Guinée n'y était pas préparée, à voir ce que ça va donner. Alors, si on sort victorieux cette bataille, est-ce qu'on peut dire, c'est une victoire aussi de Bouba Sampil, qui a beaucoup bataillé. Une question pour vous trois.
Ce sera une victoire au goût amer, mais bon, on va prendre et aller à la CAN. Question, est-ce que... Ce serait bénéfique pour, notamment un joueur comme Guirassy, serait très... C'est pas la question, c'est pas la question. Réponds à la question directement. Est-ce que on peut dire que c'est une victoire de Bouba Sampil qui a beaucoup bataillé? C'est une victoire de son équipe. Je connais un homme qui s'est beaucoup battu pour cela, c'est Blasco aussi. Qui s'est beaucoup investi et je crois que c'est le premier que j'ai entendu parler de cette anomalie juste après la rencontre et c'est le premier et c'est celui-là qu'on consulte dans ces arts de choses. Il semble que c'était la tête pensante à l'époque et jusqu'à maintenant il faudra féliciter toute l'équipe. À l'époque c'était Bouba Sampil, mais bon, vous savez que la victoire à 1000 paires et la défaite est orpheline. C'est le président du moment là qu'on va fêter. Et vous? Non, mais clairement, je le rejoins sur ce point. Il a quand même dit que ça serait une victoire au goût amer. Je pense que toute victoire est bonne à prendre. Maintenant, ça serait une victoire de toute l'équipe, de toute la fédération. Peut-être Bouba Sampil qui a commencé le travail, mais il a parlé de Blasco Barry. C'est un homme qui a beaucoup fait dans ce dossier. Donc, moi, je pense que ça serait une victoire collective. Alors, même question pour vous. Oui, ça serait une victoire collective, vraiment. Surtout, voilà, une victoire pour Bouba Sampil. Ah, il ne faut pas l'oublier, hein, Bouba Sampil qui a beaucoup bataillé. Beaucoup pour voir au série nationale se qualifier pour cette CAN. Il y a eu cette bataille d'abord qu'on a été débouté. Il y a ici, on nous a dit qu'on allait aller jusqu'au TAS pour essayer de voir si on peut le gagner. Maintenant, nos chances pour vous. On a combien de pourcents? On va commencer par vous. Je mets 50-50 hein, parce que ça reste quand même compliqué à juger cette affaire, même si je garde espoir que la Guinée puisse sortir victorieuse, mais je pense que ça va être compliqué, donc 50-50. Ouais. Les faits vont juger. Mané. Même pourcentage, 50-50. Ah ben, il va nous surprendre. Non, j'avais déjà donné mon pourcentage. Je pars sur du 70 à 30 en faveur de la Tanzanie. Pour ce qui est de la qualification, je ne dis pas qu'une sanction ne va pas tomber, mais pour ce qui est de l'inversion de la qualification, je vois un 70. J'en vois beaucoup plus une sanction pécuniaire. Hein, non, mais si une sanction tombe, je ne vois pas une autre sanction en dehors de retrait de points, moi, pour l'instant. Alors, on va continuer ce débat demain à partir de 8h00 dans l'émission World Sport avec Amadou Major Diallo. Suite et fin dans cette émission World Sport demain à partir de 8h00. On va continuer avec les Guinéens d'ailleurs, Ligue des Champions. La saison 2024-2025 de la Ligue des Champions de l'UEFA a couronné deux attaquants exceptionnels. Serhou Guirassy qui évolue bien sûr au Borussia Dortmund et Rafinha au FC Barcelone qui termine co-meilleur buteur de la compétition avec 13 buts chacun. Serhou Guirassy a brillé avec 9 buts en phase de groupe et a ajouté 4 réalisations lors des phases éliminatoires, dont un triplé mémorable en quart de finale. Retour contre l'FC Barcelone. C'est quand même une performance XXL pour le Guinéen Jean. Oui, c'est une performance à la fois XXL, mais aussi honorable, en même temps historique pour le canonnier guinéen. L'année dernière, on disait que c'était la Bundesliga, c'était facile de marquer, mais là, c'est une performance en Champions League, donc la reine des compétitions en Europe et dans le monde pour ce qui est des compétitions européennes. En se limitant au niveau des quarts de finale et en terminant comme meilleur buteur de cette compétition, c'est une prouesse qu'il faut saluer et qu'il faut respecter à la hauteur, parce qu'il ne joue pas au Barça ni au Real. Il joue au Borussia. Il n'est pas autant entouré que les autres joueurs et il fait de tels stats. Il faut les saluer à la hauteur. Il y a 13 buts en Ligue des Champions, la compétition la plus élevée dans le monde. C'est quand même exceptionnel ce qu'il réussit là à Guirassy. Oui, c'est énorme, sincèrement, c'est énorme. Parce que moi, je suis surpris de le voir, de ne pas figurer dans l'équipe type de la saison. On va en parler. Parce que là, quand même, très compliqué. Parce que voilà. Il a réalisé depuis l'année passée, il est sur la continuité de l'année passée, parce que l'année passée encore, il s'est bataillé avec Harry Kane en Bundesliga. Cette fois, c'est encore réalisé de telles performances. C'est une fierté pour l'Afrique et surtout pour la Guinée. Alors, depuis son retour en Bundesliga avec le Stuttgart, où il a marqué beaucoup de buts, arrivé à Dortmund, est-ce que vous vous êtes dit qu'il peut arriver à ce niveau-là, être meilleur buteur de la Ligue des Champions, marquer 20e but en Bundesliga, alors qu'il pouvait faire mieux dans cette Bundesliga-là s'il évoluait dans un club tout de même qui était plus grand que Dortmund? Non, c'est surtout sur sa toute première saison avec le Stuttgart, parce qu'il faut rappeler qu'il a signé à Stuttgart en mi-saison. Il est venu en janvier, le club était en difficulté. Et pour sauver le club, il a fallu un très grand Guirassy qui a marqué plus de 10 buts et qui a
surtout sauver le club en barrage de Bundesliga pour ne pas être relégué. Moi, depuis lors, j'ai vu en notre joueur la dimension qui a changé chez lui, tout ce qu'il peut maintenant apporter. Et la saison suivante avec le Stuttgart, on l'a vu, il a mené le club jusqu'en Ligue des Champions. De là, déjà, on pensait qu'il pouvait maintenant s'imposer dans n'importe quel club et on l'a vu cette saison. Pour moi, ce n'est pas une surprise, surtout... Jean parlait tout à l'heure, il faut rappeler, il a planté 5 buts face au Barça, qui était pour moi cette saison l'équipe en termes de qualité de jeu, la meilleure équipe européenne. Ce sont des faits qui ne sont pas anodins. Guirassy aujourd'hui, c'est pour moi top 2 des meilleurs attaquants en Europe. Alors, malgré leurs performances individuelles, on parle de Guirassy et Rafinha. Ils n'ont pas pu participer à la finale remportée par le Paris Saint-Germain face à l'Inter. Ça pouvait exploser si ça pouvait aller au moins en demi-finale de la Ligue des Champions, hein, Guirassy. Oui, Guirassy, surtout Guirassy qui s'est arrêté en quart de finale. Ouais. Voilà pourquoi il faut magnifier tout ce qui a été fait. Rafinha a atteint les demi-finales, même si en termes de nombre de matchs, ils ont le même nombre de matchs, du moment où Guirassy a joué les barrages. Mais il y en a d'autres qui sont arrivés en finale et qui n'ont pas atteint même les 10 buts. Il faut valoriser tout ce qu'il a fait. Et il a été performant à la fois en marquant, mais aussi en donnant des passes décisives. Et c'est quelqu'un qui pèse dans une rencontre. Il aide ses coéquipiers à performer également. Dans une équipe de Dortmund qui n'est pas la meilleure de l'histoire, ils ont connu beaucoup de difficultés, même si vers la fin de la saison, ils se sont réveillés. Mais c'était une saison difficile qu'il a rendu plutôt facile pour eux à cause des tests, par rapport à ces statistiques. Non, mais surtout, une équipe qui a affronté le Real Madrid et le Barça dans la même saison en Ligue des Champions. Il a été énorme, sortir ce genre de performance, je pense qu'il n'a pas fait que marquer des buts. On peut penser qu'ils ont affronté des équipes moyennes et qu'il a marqué beaucoup de buts. Moi, je pense qu'il a marqué des buts importants. Il a permis, surtout face à Lille, où il a permis à son club de se qualifier. Ils étaient en difficulté. C'est une performance colossale, il faut le dire clairement. Ouais. Et certains le disent qu'il a 2 pénaltys dans ses 13 buts, mais en pénalty, il faut le transformer aussi. Donc, respect à Guirassy, ça aurait été compliqué pour moi si son équipe ne se qualifiait pas en Ligue des Champions la saison prochaine, parce qu'on a envie encore une fois de voir ce joueur-là. C'est sa compétition dorénavant, on a envie de voir encore tout ce qu'il est capable de faire. Et je pense que s'il a une équipe encore une fois autour de lui qui joue pour lui, il peut aller beaucoup plus il peut marquer beaucoup plus que les 13. Les 2 plus grands de l'histoire du football, Lionel Messi et Ronaldo, ont aussi mis des pénaltys. Hein. Donc on les a comptabilisés parmi. Et ils en ont raté aussi. Et pourquoi pas, c'est Guirassy, hein, ces 2 pénaltys-là, c'est dans le champ, c'est considéré comme un but. Alors, je pense que ça, c'est un faux débat. C'est ça. Ce qui est important encore beaucoup plus, c'est qu'aujourd'hui, il y a des grands joueurs africains qui sont passés avant lui dans cette compétition, qui ont eu des ballons d'or africains, Samuel Eto'o qui en a eu 4, Didier Drogba qui ont même remporté la Ligue des Champions. Mais sortir une telle performance sur une saison, je pense que ça c'est déjà historique. Il y avait pas encore une fois un attaquant africain qui avait terminé meilleur buteur d'une Ligue des Champions. Ça, ce sont des choses à saluer et je pense que s'il est arrivé jusqu'à ce niveau, ce n'est pas anodin. Il a fait beaucoup de sacrifices, il a travaillé et c'est salutaire pour moi. Est-ce qu'il est parti pour rester à Dortmund ou aller dans un autre grand club en Guirassy cette année? Vous le voyez partir? Moi, je le vois partir, hein, je le vois partir parce que voilà, il a déjà s'armé. Tu le vois partir ou tu aimerais le voir partir? J'aimerais le voir partir du côté de Paris Saint-Germain parce que à Dortmund là-bas, il n'est pas très bien entouré. Donc, bien sûr, il y a les performances individuelles, mais s'il ne remporte pas de trophée collectif, ça va être compliqué pour lui de... Dortmund qui va jouer la Ligue des Champions, ça on le sait. Ils vont aussi jouer le titre la saison prochaine. Peut-être il y aura des renforts. Comme toutes les saisons. Il y aura des renforts hein, pour cette équipe, sans doute. Il y aura d'autres joueurs qui vont venir pour renforcer cette équipe. Pour vous, voyez Guirassy rester dans cette équipe ou partir voir dans un autre club? Mais connaissant la politique de cette formation du Borussia Dortmund, ça va être compliqué qu'il y ait des renforts parce que déjà on parle de certains départs, des jeunes qui sont prometteurs, qui se sont déjà révélés, qui sont confirmés comme Jamie Bynoe-Gittens qui est en partance pour Chelsea et Dortmund qui part beaucoup plus souvent sur des jeunes joueurs qui prennent du temps avant de s'affirmer. Est-ce que Guirassy il verra ça comme un avantage? Je ne pense pas. Ça va être compliqué. Mais
Aujourd'hui, quel club serait prêt à l'accueillir avec tout le salaire qu'il va demander? C'est aussi ça la question. Et il parlait du Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui vient de remporter la Ligue des Champions, qui est dans cette euphorie-là et qui a un joueur qui est prétendu pour être Ballon d'Or et qui a été replacé numéro 9. Est-ce qu'on va se risquer de le mettre encore une fois sur le côté pour le perdre encore une fois définitivement où il n'a pas beaucoup brillé? Je ne sais pas. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais moi, je le vois bien rester au Borussia Dortmund. Les clubs ne se bousculent pas, tout de même, comme l'a dit Ndiakité pour ces Oui, ils ne se bousculent pas pour le moment. Certains accusent la Coupe du Monde des clubs, le marché des transferts. Il faut attendre la Coupe du Monde club alors. C'est après cette Coupe du Monde, peut-être. Mais bon, il faut dire aussi que c'est un profil rare. Et moi, je le vois rester à condition qu'une belle offre ne vienne pas. Et de toutes les façons, Guirassy a besoin de trophées. Et il y a une information importante, je pense que une équipe qui gagne quelque chose. Claude Leroy, il a dit sur le plateau de Talent d'Afrique qu'il y aurait 3 grands clubs qui miseraient sur Serhou Guirassy, mais il n'a pas donné de nom. Pour l'instant, il faut attendre que la Coupe du Monde des clubs passe pour voir ce que ça va donner. Attendons de voir, parce que là, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, avec la victoire du PSG en finale, avec Hakimi qui a marqué un but en finale de la Ligue des Champions, que le Ballon d'Or s'éloigne de plus en plus de Serhou Guirassy? Il y a aussi la performance de Mohamed Salah avec Liverpool. Non, ce n'est plus, disons pour moi, en tout cas, au vu de la saison de Hakimi, c'est plié pour le moment. Vous savez que les trophées individuels se gagnent pour la plupart à travers des trophées collectifs et des trophées des performances individuelles. En termes de performances individuelles, il y en a une dont on a parlé tout de suite, qui est extrêmement importante, mais de l'autre côté, il n'a pas de trophée, aussi minime que ce soit, et Hakimi en a 4 déjà. Donc, c'est l'un des tout meilleurs latéraux, si ce n'est le meilleur latéral droit du monde en ce moment. Et ça va peser et il a pris de l'avance. Je ne dirais pas que c'est plié pour l'instant. Je vais vous donner un exemple rapidement. Victor Osimhen, quand il est Ballon d'Or, il a juste été champion en Italie. Alors que Riyad Mahrez, il a gagné la Première Ligue, il a remporté la Ligue des Champions en étant meilleur buteur de Manchester City en Ligue des Champions. Il n'était pas Ballon d'Or. Alors, ça reste à jouer. Aujourd'hui, on parle par exemple de la Ligue des Nations entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Ça veut dire qu'il y a encore une compétition où les 2 joueurs sont présents. C'est la Coupe du Monde des clubs. Il y a le Paris Saint-Germain, il y a le Borussia Dortmund. Est-ce que je ne vois pas le Borussia Dortmund être vainqueur du trophée, même si j'aimerais que ça se fasse? Mais est-ce que si Guirassy il performe beaucoup plus et comme il a impacté en Ligue des Champions, est-ce que ça ne va pas un petit peu balancer? Parce que je pense que les Ballons d'Or souvent sont gagnés en fin de saison sur les performances de dernière minute, c'est-à-dire en fin de saison. Est-ce que s'il performe beaucoup plus et que tout le monde parle de lui, ça va peut-être pencher en sa faveur? Mais l'autre problème, c'est que Hakimi, il organise la CAN chez lui, il reçoit. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Il a été la finale de la Ligue des Champions, voilà, il a marqué un but. Pour l'instant, on n'est pas qualifié champion de France, Coupe de France. Pour la CAN, il y a un match, mais ce n'est pas encore plié. Moi, je pense qu'il y a encore match. Vous êtes d'accord avec lui? Non, je pense que là, c'est plié pour Serhou Guirassy, sincèrement, parce que la performance d'Hakimi est plus de 2 saisons, et surtout cette année-là. Voilà, donc ça va être très compliqué. C'est son pays qui va organiser la CAN, donc ça va être très compliqué pour Guirassy de remporter le Ballon d'Or cette année. Même si la CAN, c'est après... En décembre. C'est avant. Pour l'Afrique, c'est avant. Oui. Et la cérémonie se tient avant la Coupe d'Afrique. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est en fin décembre. C'est ça. Non, mais sauf que souvent, le CAF Forward, ça se passe souvent au mois de janvier. Je pense pas que c'est... Non, c'est avant. Voilà, c'est avant. Novembre. Tant mieux, c'est avant la CAN, mais le fait d'organiser la CAN, ça peut pencher peut-être pour Achraf Hakimi. Mais moi, je pense qu'il y a encore quelque chose à jouer pour Guirassy. C'est cette Coupe du Monde des clubs. Il peut bien faire quelque chose. Et le début de la saison prochaine, pourquoi pas. Alors, la performance de Serhou Guirassy est une source de fierté pour la Guinée. Il devient le premier joueur guinéen à terminer meilleur buteur de la Ligue des Champions, rejoignant ainsi le cercle restreint des attaquants africains et a marqué l'histoire de la compétition. C'est tout de même super quand on parle de ça comme ça, en direct à la télé. Allez-y. Peut-être que je n'ai pas tous les chiffres, mais ce n'est pas que le premier Guinéen. C'est le premier Africain à terminer meilleur buteur de la Champions. Exactement. C'est ça. Des 20 dernières années, je me souviens d'Eto'o et de Drogba, ils n'ont jamais terminé meilleur buteur de cette compétition. Donc, en ce sens, peut-être qu'on va vérifier après, mais... c'est une performance africaine et historique. Il va au-delà de ce qu'on peut... Ce n'est plus le niveau guinéen.
il vise le niveau africain, voire mondial. Et c'est ce que je disais tout de suite. Il faut valoriser cela. Si c'était dans un club où il était mieux entouré, un club qui a l'habitude de gagner la compétition, qui a l'habitude de faire toutes ces performances-là, peut-être qu'on aurait tendance à minimiser. Mais là, il faut valoriser cela. C'est une prouesse exceptionnelle et il l'a fait dans une équipe plus ou moins de seconde zone face à des grosses équipes. C'est extrêmement important, il faut le valoriser. Mais si le club Barça, il serait peut-être... On n'a pas assez de temps, on va aller rapidement. Nous Nous allons maintenant parler de l'absence de Serhou Guirassy, pourtant comme de la liste type de l'UEFA, Champions League, pourtant comme meilleur buteur de la saison, avec le Barcelonais Rafinha. 13 buts, l'équipe de la saison de la Ligue des Champions 2024-2025. Nous allons arriver Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, PSG, Marquinhos, PSG, Alejandro Bastoni, Inter Milan, Achraf Hakimi, Declan Rice, Arsenal, Vitinha, PSG, Lamine Yamal, FC Barcelone, Ousmane Dembélé, PSG Désiré, Doué, PSG Rafinha, FC Barcelone. Commence par vous, ne pas voir le nom de Guirassy. C'est quand même, on peut dire que l'UEFA est passé à côté. Comme quoi, il suffit de marquer un doublé sur coup franc face au Real Madrid pour figurer dans le 11 de l'UEFA. C'est ce que moi j'ai vu en tout cas. Voir un meilleur buteur de la compétition qui a pratiquement le ratio le plus élevé de tous les attaquants de la compétition ne pas figurer dans la liste. On me dira qu'il forcément il y a eu des choix parce qu'à son poste il y avait Rafinha, il y avait Yamal, Désiré Doué, mais Doué, c'est aussi une performance colossale qu'en finale de la Ligue des Champions. Pour moi, Nuno Mendes, des joueurs comme ça qu'on met parce que le Paris Saint-Germain, c'est vrai, ils ont été performants, mais si on compare franchement sur toute la saison de la campagne de Ligue des Champions, ce qu'a fait par exemple Achraf Hakimi, je ne le compare pas, je ne mets même pas Nuno Mendes devant des joueurs comme Alex Baldé ou d'autres joueurs, d'autres latéraux de son côté, comme Denzel Dumfries par exemple. Aujourd'hui, Declan Rice se retrouve dans cette liste, pas de Serhou Guirassy, je ne sais pas comment. J'ai du mal à expliquer parce que je ne comprends pas. Peut-être que c'est juste parce que c'est Guirassy. Et pour vous, Doué mérite sa place? Il a été performant au moment où on ne l'attendait pas. Par exemple, une finale de Ligue des Champions, en doublé, une passe décisive, ça ne se fait pas tous les jours. Je ne mets pas en question la présence de Doué sur la liste, mais je pense qu'il y aurait forcément eu d'autres alternatives. En tout cas, Guirassy méritait sa place. C'est ça la question. Et moi, je pense que forcément, il devrait y avoir Serhou Guirassy dans cette liste, malheureusement. Pour moi, l'UEFA s'est pris dans son propre piège. En changeant de classement, au lieu d'aller sur le 4-3-3, qui est le format privilégié de la plupart des équipes en Ligue des Champions, qui nous aurait permis de déterminer le meilleur à chaque poste au courant de la compétition. Là, on est sur un 4-4-2. Oui, on est sur un 4-4-2, rarement. Je ne vois pas d'équipe en Europe qui joue dans ce format-là. Mais il voulait contenter le meilleur jeune joueur de la compétition et le meilleur joueur de la compétition. Il ne voulait pas faire le choix entre Dembélé et Rafinha, qui est le meilleur passeur et le meilleur buteur de la compétition. Il ne voulait pas faire le choix entre Doué et Lamine. Voilà pourquoi ils ont pris la place qui devait revenir à Guirassy, qui semble-t-il peut-être celui qui va peser le moins quand il est absent pour eux. Ils ont mis Dembélé à ce niveau. On aurait pu mettre Doué au milieu de terrain pour permettre à Guirassy d'être là-bas. C'est un 4-3-3. Il fallait mettre un 6 à lever Rice, mettre soit Neves ou Vitinha, un 6, et deux bons milieux de terrain devant. Tu peux mettre Pedri, tu peux mettre quelqu'un d'autre. En tout cas, des meilleurs à leur poste au courant de la compétition. Ils sont les Parisiens. On sait qu'ils ont été, ils ont été champions d'Europe, mais en fait, ce n'est pas la meilleure équipe de la finale ou l'équipe qui a remporté. C'est le meilleur joueur à chaque poste au courant de la compétition. Et pour faire ce choix-là, il faut utiliser le format que toutes les équipes utilisent et de comparer les joueurs individuellement. Quand tu joues à meilleur ailier, tu es le meilleur de la compétition. On te place là-bas, il ne faut pas hésiter. Et malheureusement, ils ont sacrifié Guirassy, qui est le meilleur buteur de la compétition. L'UEFA est encore passé à côté? Oui, complètement passé à côté. Parce que moi, je ne comprends même pas la présence de Declan Rice là-bas. Sincèrement, pas là. On aurait pu mettre un Pedri ou bien un autre milieu, João Neves ou bien Vitinha. Imaginez que parce qu'il a marqué un doublé contre le Real Madrid, c'est ça, sa présence, c'est ça qui explique sa présence ici. Sincèrement, voilà.
on est toujours dans l'éternel débat. Chaque année, il y a toujours une équipe type qui sort, voilà. Les va pas toujours à côté. C'est des gens qui se sont retrouvés dans une maison pour décider de cela. Voilà pourquoi, de toutes les façons, même si on peut critiquer les trophées gagnés à la suite d'un vote, il faut les privilégier. C'est toujours différent quand c'est 2 ou 3 personnes qui se retrouvent pour choisir une équipe type. Et pour la plupart, on fausse la note et on privilégie des gens au détriment d'autres. Souvent, on se pose sur la crédibilité de la FIFA, pas FIFA, de l'UEFA, par rapport à ses nominations, par rapport à ses équipes types. Et aujourd'hui, où il y a eu quelques mois aussi, il y a une année, on n'a pas vu Serhou Guirassy dans le top 20 du Ballon d'Or, alors qu'il a performé deuxième meilleur buteur de l'Europe, derrière Harry Kane. C'est quand même révoltant tout ça. Oui, je trouve ça irrespectueux de la part de l'UEFA pour un joueur comme Serhou Guirassy qui n'a pas fait que marquer, comme je l'ai dit. Il a été impactant parce que marquer beaucoup de buts c'est bien, mais être impactant pour son équipe, ça aussi, ça en fait énorme à souligner. Il a permis à son club de se qualifier dans des rencontres, de remporter des matchs. Vous imaginez un triplé face au Barça dans une rencontre en 8e de finale de Ligue des Champions. Déjà, les phases à élimination... Quart de finale. Oui, quart de finale. Voilà, en quart de finale, des phases à élimination directe où votre équipe ou un joueur qui performe, c'est souvent les moments où les joueurs se démêlent ou se font remarquer. Guirassy qui est absent... Je mets ça sur le coup d'un manque de considération pur et simple. Oui, c'est la continuité de ce qui est arrivé la saison dernière, le fait de ne pas le voir dans le top 30 du Ballon d'Or. Et c'est ce qui continue ici. Quand je revois le classement, je me dis, il y a des joueurs, on a juste mis... Ils se sont pris dans le piège de meilleurs joueurs et de meilleurs jeunes joueurs. Ils ne voulaient pas comparer Doué à Lamine, ils ne voulaient pas comparer Dembélé à Rafinha pour laisser la place à Guirassy. Parce que le top numéro 9, le meilleur de cette compétition, c'est Guirassy. Le numéro 9, c'est le seul attaquant normalement qui a performé autant. Liste, donc c'est le seul 9, il n'avait pas de concurrent. Mais pour éviter de comparer Doué à Lamine et Rafinha à Dembélé, c'est vrai, Dembélé pour la plupart il a été dans l'axe, mais on sait tous que c'est un ailier. Il faut le mettre sur l'aile, ce n'est pas un buteur. On va continuer cette émission, on n'a plus que 5 minutes avant la fin de cette émission. Il nous reste quelques minutes pour parler de la finale de la Ligue des Champions pour la 70e édition de la LDC. Le Paris Saint-Germain a écrit la plus belle page de son histoire en décrochant sa première étoile européenne face à une Inter Milan méconnaissable. Les Parisiens ont livré une finale à sens unique, 5-0 portée par une génération talentueuse et décomplexée avec le plus jeune 11 titulaire de l'histoire moderne d'une finale, 25 ans et 96 jours de moyenne. Le PSG a imposé d'entrée un tempo infernal. La domination a été immédiate. À la 12e minute, Vitinha a signé une passe laser pour Doué qui s'est retourné avant de servir Hakimi pour l'ouverture du score. 9 minutes plus tard, Paris a récidivisé sur une contre-attaque éclair. Dembélé a décalé Doué dont la volée déviée a trompé Sommer. Le break était fait. On se dit à ce niveau-là que l'Inter ne pourra plus revenir, qui a quitté. Moi, jusqu'au 3e but, j'avais un petit peu d'espoir de voir... Restons jusqu'au 2e but. Oui, mais au moins jusqu'au 3e but, mais après 2-0, je pensais que l'Inter pouvait revenir parce qu'ils sont rentrés à la pause à mener 2-0. Moi, je pensais que l'Inter pouvait venir, mais après le 3e, je me suis dit là, ça devient compliqué. C'était une équipe d'Inter méconnaissable, comme vous l'avez dit. Je n'ai pas vu de finale. C'était comme si c'était un match d'entraînement. Alors, on aurait voulu voir. On n'enlève pas le mérite au Paris Saint-Germain, mais je pense qu'il n'y avait pas eu d'opposition. Peut-être le fait que l'équipe d'Inter avait perdu son président avant, peut-être que ça a joué, je ne sais pas, mais forcément, il y a quelque chose qui n'allait pas. Le message qui dit, est-ce qu'ils ne sont pas bassés? Ouais, on aurait cru qu'ils étaient possédés par un truc surnaturel, c'était plus fort qu'eux, mais pour une équipe d'Inter qui n'a pas encaissé plus de 3 buts pendant toute la saison et qui prend 5 buts, qui plus est en finale de Ligue des Champions, franchement, moi, je ne trouve pas de mots, mais félicitations au Paris Saint-Germain. Ils ont fait l'Inter dépassé à peine, du moins ça a existé. Sa première fois, une tête de Marcus Thuram à la 37e minute sur corner a terminé à côté. En seconde période, les Milanais ont tenté de relever la tête, mais Paris
a suggéré les temps faibles avant de relancer la machine en contre. On est à la 63e minute, Vitinha a encore accéléré, relayé par Dembélé pour servir Doué, qui a inscrit un doublé d'une frappe sèche au premier poteau. 10 minutes plus tard, Kvaratskhelia a tué tout suspense d'un face-à-face parfaitement négocié, concluant une nouvelle action supersonique. Alors on se dit, c'est fini. L'Inter ne peut plus revenir à 4-0 tout de même. Non, franchement, il n'y a pas eu de match. Tout le monde annonçait un pronostic très serré entre ces deux équipes-là et on a été servi. C'était tout à fait le contraire et même les plus optimistes des Parisiens n'auraient pas misé sur une telle domination, encore moins sur un tel score. Et c'est ce qui est arrivé. Je crois que j'ai plus vu une équipe d'Inter qui a joué toute sa compétition face au Barça, oui. Et qui a laissé tout. Et j'ai vu une équipe de Paris qui a tout bien fait par rapport à ce que le Barça a tout mal fait en demi-finale. C'est-à-dire entamer bien la rencontre, ce que le Barça n'a pas fait, et faire tout pour mener au score très rapidement. Comme ça, pour une équipe qui défend, ça rend les choses très difficiles. Elle est obligée de sortir et d'ouvrir les espaces. Et face à des espaces avec des joueurs aussi doués que Doué et Dembélé, ça change tout. Ils ont écrasé l'Inter et on n'a pas vu l'Inter, peut-être à part les 15 dernières minutes où le match était plié, c'était fini. On se disait que l'Inter allait sauver l'honneur, mais la fête ne s'est pas arrêtée là pour le PSG. Entré en jeu à la 83e minute, Zani Mouyoulou a scellé la démonstration parisienne en inscrivant le 5e but après une 2 rapide avec Bradley Barcola. Le jeune milieu a trouvé le chemin défilé d'une frappe dans un angle fermé. Une conclusion éclatante pour une soirée gravée dans l'histoire du club. On referme la finale avec un 5-0. C'est tout de même magnifique dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Oui, c'était une manita, c'était une finale à sens unique. Hein. On ne veut pas entendre manita dans l'affaire là. On veut juste parce que ça rappelle des bons souvenirs. Allez-y. Vraiment, quand même, c'était une finale à sens unique. Hein. Ça me rappelle la rencontre de demi-finale de Coupe du Monde 2014 entre l'Allemagne et le Brésil. Cette famille, 7-1. Tu as dû me rappeler des mauvais souvenirs. Mais là, pourquoi rappeler ce match justement, et surtout parler de manita. On n'en veut pas. C'était sans Neymar, donc on pouvait comprendre. C'était vraiment une finale à sens unique. Les Parisiens ont anticipé ce qui a dit mon frère Hassan. Donc, vous savez, l'équipe interiste, c'était une équipe fabriquée à des femmes. Donc, dès que vous manquez dès les 20 premières minutes, ça a complètement déstabilisé cette formation. Donc, ils ont ouvert les boulevards à les deux missiles, Dembélé et Kvaratskhelia. Donc, ils ont écrasé cette formation. Il n'y avait pas match. On parle d'une équipe défensive d'Inter Milan. Vous avez vu les buts encaissés. On n'a pas vu de défense. Trop mal défendu. Voilà, vous pouvez encaisser un but et puis vous projetez, vous prenez un deuxième. Mais ce n'est pas comme si c'était une équipe qui s'était révoltée après avoir encaissé. Ils sont restés sur le même plan de jeu, sauf que ça ne fonctionnait pas. Ça n'a pas pris. Les passes qui étaient ratées, les joueurs n'étaient pas... Je suis tenté de croire ce qu'il a dit. Alors, monsieur, on a plus de minutes, on s'arrête là. Cette victoire 5-0 marque l'avènement d'un PSG conquérant, cohérent et enfin récompensé sur la scène européenne. Paris est sur le toit de l'Europe et cette fois, ce n'est pas un rêve comme Manchester United est en train de rêver pour revenir dans... On a 3 Ligues des Champions. Manchester a 3, on a 3 et... Alors, donc, votre carton, on commence justement avec vous. Ah oui, enfin, je ne sais pas, carton orangé, rouge même à cette formation interiste qui m'a laissé sur la fin, dans cette finale. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de jeux. Finalement, on n'a pas senti de goût à ce match, malgré la victoire du Paris Saint-Germain. Vous ne vouliez pas voir le Paris Saint-Germain soulever cette coupe, on le sent. Non. Allez-y, votre carton. C'est un carton vert de reconnaissance et de respect envers Luis Enrique. Si cette victoire est là aujourd'hui, c'est grâce en grande partie à lui, à son projet, à sa vision de jeu. Respect, Luis. Je m'attendais à ce carton. Juste rappeler que ce n'est pas le Barça qui est champion, c'est le PSG. C'est très très loin. Il y a une très grande différence entre le Barça et Luis Enrique. Il est partagé entre le Real et le Barça. Justement. Donc attention, ce n'est pas le Barça. Votre carton. Je donne un carton vert à Marquinhos parce qu'il a été patient. Malgré des années, il a connu toutes ces humiliations, toutes ces remontades, mais il a été patient. Et lors de la finale, voilà,
Et il a été énorme. Voilà, moi je donne un carton vert à l'ensemble de la technique, la régie et la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain à partir de 8h00 dans l'émission World Sport avec Amadou Major Diallo et toute l'équipe sportive. Merci.